Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette 39e édition d'Informatique News Hebdo, l'hebdo vidéo de l'actualité de l'informatique et télécom. Et comme chaque semaine, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, premier sujet de la semaine, un sujet qui passe peut-être un peu inaperçu de ce côté-ci de l'Atlantique, à savoir Chrome OS, puisqu'au travers d'une nouvelle étude de marché, on vient de voir que Chrome est devenu le deuxième OS en termes de part de marché, devant macOS, enfin OS X, pardon, futur macOS aux États-Unis. Donc la question est posée, faut-il prendre au sérieux Chrome OS finalement? Alors effectivement, déjà, le fait que vous ayez donné cette indication a tendance à donner un élément de réponse à la question que vous posez. Effectivement, jusqu'à présent, c'était un peu considéré comme un marché de niche, quelque chose d'un peu à part. Et puis là, avec cette statistique qui a été révélée par le cabinet IDC, selon laquelle aux États-Unis, on est bien aux États-Unis, les ventes de Chrome OS avaient dépassé les 10% et étaient passées devant celles des Mac, donc avait frappé un peu l'imagination. Donc si on fait un petit retour en arrière assez rapide, donc on se souvient que Google avait lancé Chrome, donc son navigateur en 2008, et puis un peu moins d'un an plus tard Chrome OS, dont le projet était un petit peu différent. L'idée c'était, autant Chrome c'était un navigateur parmi d'autres qui arrivait dans le paysage des navigateurs. On est en 2008, c'est encore la guerre des navigateurs qui touche un peu à sa fin mais qui existe encore. Et puis donc Google arrive avec ce système d'exploitation Chrome dont l'idée est en fait de motoriser un PC entre guillemets dont l'utilisation principale est lorsqu'il est connecté. C'est-à-dire que si on est connecté, on arrive à faire un certain nombre de choses, évidemment moins qu'avec un PC normal, mais en gros, pour une utilisation dans ce cadre-là, c'est tout à fait bien. Et donc, en fait, au début, les matériels... Alors évidemment, Google maîtrisait bien la filière puisqu'il avait des accords avec des fournisseurs, donc Acer, Dell, HP pour le côté hardware. Voilà, le côté hardware, donc les fameux Chromebooks. Donc, il maîtrisait assez bien la filière. Et au début, en fait, l'idée, c'était plutôt de construire des machines un peu, on va dire, d'entrée de gamme, pour ne pas dire bas de gamme, un peu comparables à des netbooks. Et puis, bon, au fur et à mesure, alors évidemment, pour ces vendeurs-là, c'est un peu délicat parce qu'il faut vendre des PC d'un côté, mais aussi il faut vendre des Chromebooks. Donc, sur quel bouton faut-il appuyer? Mais au fur et à mesure, les Chromebooks ont monté en gamme, sont devenus des matériels un peu plus puissants, ce qui fait qu'ils sont devenus un peu plus attractifs et on arrive à ce résultat. Alors ça c'est l'évolution qu'on a connue jusqu'à maintenant. Et puis il y a un élément qui va renforcer considérablement ce mouvement, c'est-à-dire que Google a fait la jonction entre les systèmes Android, donc les smartphones, et puis les Chromebooks, c'est-à-dire qu'en gros, toutes les applications qui sont utilisables sur les smartphones Android pourront être utilisables sur des Chrome OS. Donc c'est un peu comme si sur un Mac on pouvait utiliser les applications qu'on a téléchargées sur l'Apple Store. Ce qui fait que les utilisateurs vont avoir accès à beaucoup plus d'applications et des applications qui pourront être utilisées offline. Donc ça change un peu la perspective et donc ça veut dire que les Chromebooks prennent un statut un petit peu différent et donc on peut imaginer que quand tout ça sera réalisé techniquement, on voit bien que finalement techniquement c'est possible. Souvent on utilise la technique comme moyen pour dire bah non c'est trop compliqué et tout, mais en fait techniquement finalement tout est presque toujours possible. Donc la jonction va être faite et donc ce sera vraisemblablement le moment d'un nouveau départ pour les Chromebooks, Chrome OS. La question évidemment est de savoir, bon, ils sont encore très loin des PC de la plateforme Intel, mais bon, est-ce qu'il ne va pas y avoir des changements dans les quelques années qui viennent, peut-être plus rapides qu'on ne le pense? La question reste posée. Évidemment, on aura l'occasion de revenir dessus. Sachant que, si j'ai bien compris, une bonne partie des parts de marché des Chromebooks sont dues au marché de l'éducation. Absolument, absolument. Ce qui est mis en avant, c'est la facilité d'administration,
Donc la pénétration dans le marché entreprise, c'est pas encore... Non, non, on en est loin, et sachant qu'effectivement, jusqu'à présent, le marché de l'éducation, c'était un marché d'excellence pour Apple. Donc c'est vrai que le fait pour tous ces fournisseurs d'entrer sur ce marché-là où Apple est très fort, bon, c'était une bonne manière d'aborder le marché. Maintenant, comme vous le dites à juste titre, le marché des entreprises, c'est une autre affaire, mais en tout cas, bon, et puis il y avait toute la filière des terminaux légers, donc on est un peu dans ce cadre-là, et la solution Chromebook est relativement séduisante. Bon, évidemment, on sait bien que l'inertie est très forte, les utilisateurs ne vont pas comme ça changer du jour au lendemain. Ceux qui utilisent Office, ils ne vont pas passer à un petit traitement de texte de rien du tout, même si ça suffit à leurs besoins. Donc il y a encore beaucoup d'inertie, certes, puis il y a toute l'administration qui a été mise en place pour les PC dans les entreprises. Enfin, bon, il y a beaucoup de freins, mais en tout cas, les solutions existent, et elles vont sans doute être examinées avec un peu plus d'intérêt par les DSI. Alors, deuxième sujet de la semaine, l'économie collaborative, je vais y arriver. Donc on pense Uber, Blablacar, enfin, quoique, la définition est ouverte. Et donc justement, à propos de définition, l'Europe se penche sur la question de l'économie collaborative. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle attitude? Les réponses avec vous. Alors, en fait, les réponses, elles vont venir au fur et à mesure, parce que finalement, l'économie collaborative ou l'économie de partage pose pour l'instant beaucoup de questions et bouscule un peu l'ordre établi. Alors déjà, l'économie collaborative, on sait ce que c'est, vous avez cité Blablacar, Uber, Airbnb, Bookings. En gros, l'idée, c'est d'un côté, on a des plateformes qui mettent en relation des fournisseurs de services et puis des utilisateurs, sachant que ces fournisseurs de services peuvent être des professionnels, peuvent être des particuliers, peuvent être un peu les deux. Et donc c'est effectivement le premier problème que pose l'économie collaborative, à savoir que, en gros, toutes les frontières qui étaient bien établies entre professionnels d'un côté, particuliers de l'autre, les relations directes, le fait qu'il y ait des plateformes qui cassent un peu cette chaîne de valeur, tout ça pose quand même un certain nombre de questions. Donc en fait, la Commission européenne s'est penchée là-dessus. Je pense que c'est une bonne étape, parce que y a beaucoup de problèmes qui vont être posés, et donc l'idée de la Commission, c'est de dire, c'est une avancée qu'il faut dynamiser, parce qu'elle apporte beaucoup d'éléments positifs. Néanmoins, il faut apporter de la régulation, et on voit bien, puisqu'on a vu la semaine dernière que Uber avait été à nouveau sanctionné, enfin avait reçu une amende de 800 000 euros, je crois, pour Uber, son service UberPop, qui pour le coup mettait en relation des particuliers avec d'autres particuliers, enfin des particuliers semi-professionnels. Donc il faut encourager cette nouvelle forme d'économie, qui pour certains est une espèce d'espace de liberté un peu élargi, et qui pour d'autres, Michel Onfray en particulier pour le citer, qui est en fait une espèce de libéralisme augmenté. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la financiarisation de services que les gens se rendaient entre eux, et qui aujourd'hui est absorbé par les plateformes et financiarisé. Donc dynamiser, réguler, et puis répondre à un certain nombre de problèmes qui sont posés. Évidemment, c'est la législation, c'est-à-dire il faut mettre des systèmes fiscaux qui soient efficients, enfin qui fonctionnent correctement. Les notions de sécurité, si vous improvisez chauffeur de taxi et que vous ne l'êtes pas, qu'est-ce qui va se passer en cas d'accident? Les questions de... Qu'est-ce qu'il arrive précisément s'il arrive des problèmes pour les utilisateurs? Donc il y a vraiment tout un tas de questions qui sont posées, et la Commission a pondu un premier gros document de réflexion assez bien fouillé sur la question, sachant qu'en plus, l'idée c'est de dire, de mettre un cadre européen de telle sorte qu'il n'y ait pas des différenciations, enfin des différences entre les différents pays, de telle sorte que y a un peu ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale,
qui fait que Google, par exemple, on en a parlé les semaines précédentes, et sur les feux de la rampe, si on peut dire. Donc beaucoup de questions posées, mais en tout cas c'était bien de les poser, parce que c'est pas en mettant ça de côté, en mettant la poussière sur le tapis qu'on va répondre à ces questions. Donc il faut vraiment se pencher là-dessus. Donc l'idée c'est pas dire un optimisme béat, tout est beau, ça va tout régler, ou du négativisme forcené. Essayer de comprendre comment les choses vont évoluer et de mettre les bons cadres pour que tout ça puisse fonctionner de manière la plus harmonieuse possible. Alors, troisième sujet, j'allais dire sans transition, on parle de l'open source et finalement, une constatation assez surprenante. Deux acteurs aussi importants que IBM et HP, finalement, plébiscitent aujourd'hui l'open source. Oui. On est quand même assez loin de l'image d'un Stallman et d'autres. Oui, bien sûr. D'ailleurs, dans ce qui est proposé, on en est relativement loin. Mais on est quand même sous la bannière open source. Et là, ce qui est intéressant, alors IBM en a déjà parlé, c'est de l'open source hardware, donc c'est autour de la puce Power et des Power servers. Là c'est HPE, qui depuis que elle est constituée en HPE, donc HP Enterprise, est beaucoup plus active en termes de communication autour du data center. On sent bien qu'il y a un repositionnement du fournisseur autour de l'infrastructure, du data center et donc des services cloud que cela permet. Et donc là, en fait, HPE est en train de développer son ordinateur de prochaine génération qui est appelé pour l'instant The Machine, donc c'est très original, on va dire. Du marketing. Et donc, une machine qui apporte vraiment qui est conçue, c'est un peu l'équivalent de l'informatique quantique chez IBM, mais je dirais plus proche de nous. Ça va sans doute être disponible plus rapidement. Donc, avec l'utilisation des mémoires persistantes, avec l'utilisation de processeurs spécialisés, avec le fait de mettre des processeurs de manière extrêmement distribuée qui communiquent avec des bus très rapides, donc des architectures nouvelles. Et donc là, ce que propose HPE, c'est en gros de favoriser, donc d'ouvrir sa machine pour favoriser le développement de logiciels open source pour cette machine-là, de telle sorte que quand elle sera disponible, il y aura déjà tout un portefeuille d'applicatifs, donc applicatifs d'administration, éventuellement de bases de données, des choses comme ça, qui sera disponible parce qu'on sait bien qu'une machine nue, ça ne sert pas à grand-chose. Donc il y a tout un programme qui a été mis en œuvre. Donc effectivement, le premier, c'était une base de données qui tire parti de cette architecture. Deuxième, c'était la programmation à tolérance de panne, donc qui prennent en sorte les caractéristiques de la machine de telle sorte que quand il y a une panne de secteur ou quand il y a un crash programme, on puisse optimiser la machine. Et puis aussi proposer aux développeurs des environnements d'émulation de telle sorte qu'ils puissent programmer sur des machines qui émulent la machine de HPE. Donc c'est une volonté d'HPE d'accompagner le mouvement et de faire en sorte que lorsque cette machine sera disponible, elle aura déjà un portefeuille logiciel déjà assez fourni. Donc on voit c'est un peu différent de la démarche IBM, mais néanmoins, je dirais tout ça c'est sous l'ombrelle open source et on voit bien que l'open source est vraiment un phénomène qui gagne de plus en plus de terrain, tant sur le domaine du logiciel, bon ça on le savait, mais là le matériel est aussi impacté. Donc ça c'était pour la semaine passée, et puis pour la semaine à venir, évidemment, on ne pouvait pas ne pas parler de l'euro. Et pour rebondir sur une problématique qui nous concerne nous plus directement sur Informatique News, la problématique des événements de retransmission en direct et la problématique des engorgements des réseaux. Oui, alors... pas forcément simple à résoudre a priori. On sait bien comment ça se passe dans les bureaux. Donc effectivement, il y a l'Euro qui a commencé la semaine dernière. Puis il y a tout un tas d'événements sportifs. Il y a eu Roland-Garros. Il va y avoir les championnats du monde d'athlétisme. Il va y avoir le Tour de France. Il va y avoir les Jeux Olympiques. Donc je dirais que les gens au travail là, vont avoir de quoi s'occuper. Alors évidemment, pour
pour les administrateurs réseau, c'est un vrai casse-tête parce que effectivement, ça peut paraître un peu anecdotique, mais bon, les situations dans lesquelles il y a une petite fenêtre qui est ouverte avec le match qui est en train de tourner et puis l'environnement de travail sur l'écran, bon, tout ça, c'est des choses qu'on connaît, mais c'est pas parce que c'est dans une petite fenêtre que au niveau du réseau, ça change quoi que ce soit. Et donc, de fait, il y a des études qui ont été faites et qui montrent que dans une proportion très significative, on parle de 7 entreprises sur 10, ça a un impact sur les réseaux. Bon, ça c'est l'aspect technique, sans parler de l'impact sur la productivité au travail. Mais enfin, ça c'est un autre problème qu'on laissera RH. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut préparer. Bon, sachant que dans certaines entreprises... Les flux vidéo sont tout simplement coupés. Voilà, c'est radical, donc de ce point de vue-là. Alors après, à chaque entreprise d'avoir la politique qu'elle souhaite mettre en œuvre. Mais en tout cas, là, pour les semaines qui viennent, il y aura du travail pour les administrateurs réseau. Alors, on continue sur le sujet, un peu positif pour les Bleus. La banque Goldman Sachs a fait tourner ses ordinateurs avec un modèle qu'elle a déjà utilisé par le passé. Et il se trouve que finalement, d'après ce modèle, la France est part favorite avec 23% devant l'Allemagne 19%. Donc bon, on est tout à fait rassuré et on n'a plus maintenant qu'à attendre que le modèle de Goldman Sachs soit un peu plus efficace que celui qui avait été utilisé avant la crise de 2008. Donc rendez-vous dans un mois pour vérifier si les pronostics de Goldman Sachs étaient bons. Merci Guy pour cette synthèse. Merci à tous les internautes de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. Merci, à bientôt.